Salut les judokas, aujourd'hui je partage avec vous 7 exercices de judo qui ont la particularité de pouvoir être appliqués pendant votre cours, c'est-à-dire sans même que votre professeur s'en aperçoive, non pas qu'il n'a pas à le savoir, mais ce que je veux dire c'est que c'est des exercices que vous pouvez faire par vous-même sur n'importe quel cours de judo. Et le but de ces exercices, c'est de prendre davantage en main votre progression pour l'accélérer, pour mieux comprendre ce que vous faites, pour mieux cibler ce que vous faites. Alors on est parti. Alors d'abord, d'où viennent ces 7 exercices? Tout simplement de mon journal de bord. Moi ça fait des années qu'après chaque cours j'écris, ou le lendemain matin, et je note toujours un peu les mêmes points. Le premier, c'est les exercices qui m'ont particulièrement intéressé, et je note pourquoi surtout, c'est quoi leur intérêt, qu'est-ce que ça travaille, etc. Le deuxième point, c'est ce que j'ai très concrètement appris durant cette séance judo, avec éventuellement ce que je veux retenir pour travailler les prochaines fois, qu'est-ce que je veux garder, on ne peut pas tout garder d'un cours. Donc je note toujours précisément juste un seul ou 2 points maximum que je veux garder pour les prochaines fois. Donc forcément, au fil des cours de judo, souvent ça peut être les mêmes points, hein. Je sais pas chaque séance que je veux retravailler 1 ou 2 points, sinon ça s'accumulerait trop vite. Et puis la troisième chose, c'est que je note aussi ce qui m'a éventuellement manqué ou ce que je voudrais faire mieux ou différemment. Et tout ça, ça peut être en judo, ça peut être en purement physique, cardio, etc. Ça peut être mental aussi par rapport à mon attitude, mon état d'esprit, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tenir un journal de bord, ça pourrait être quasiment le premier exercice que je vous recommanderais, que vous pouvez faire pour n'importe quel cours de judo. Bon, je suis pas là pour parler du journal de bord, mais c'est vrai que je suis une grande adepte de cette pratique, parce que ça permet vraiment de revenir sur son cours, sur ce qu'on a fait, de mieux comprendre notre progression et donc, à mon avis, de l'accélérer. Maintenant, on en vient concrètement aux exercices. Alors l'exercice numéro 1, c'est de varier vos uchikomi. Ici, dans cet exercice, que vous soyez en uchikomi statique, avec des séries sur place, ou en déplacement, souvent c'est des longueurs de tatami, peu importe, vous allez voir, ça s'applique dans les deux situations. Dans la majorité des cours de judo, on a l'habitude sur une série d'uchikomi, donc soit un aller-retour, soit une série de 20 par exemple, de répéter la même technique. Et c'est important, c'est comme ça qu'on l'apprend, c'est dans le fondamental, et ça a effectivement une grande utilité que de répéter 20 fois la même technique. Cela dit, je pense que lorsqu'on a des bonnes bases de judo, ça peut être intéressant, peut-être pas toujours, mais régulièrement, de changer un peu cette façon de faire uchikomi. Donc si durant votre cours, votre professeur vous propose des séries d'uchikomi libres, sans vous imposer en particulier une technique, voilà mes recommandations. Le premier point, c'est d'utiliser tous les déplacements. Si vous êtes en statique, forcez-vous à faire un déplacement avant la technique. C'est pas toujours facile, j'y reviendrai après, mais voilà, un déplacement, que ce soit circulaire, une action-réaction, peu importe. Si vous êtes en déplacement, potentiellement, pensez à sortir des sentiers battus, j'ai envie de dire, qui sont de faire forcément en poussée ou en tiré, c'est-à-dire quand Uke avance ou quand Uke recule, et puis vous pouvez faire à nouveau en circulaire ou bien en latéral par exemple. Vous constaterez sûrement que c'est pas évident au départ d'ajouter ce type de déplacement. En tout cas, moi je sais qu'il y a encore pas mal de techniques sur lesquelles c'est pas évident de faire le bon déplacement. On se sent un peu gauche, ou qu'il n'y a pas forcément la réaction qu'on veut, on piétine, on n'a pas les pieds précis, c'est pas grave. Faites-le quand même, cherchez, testez, insister, et c'est en fait en répétant que petit à petit il y a des sensations naturelles qui se développent, et ça c'est vraiment magique parce que c'est exactement ce qu'on va retrouver en randori. Donc pour moi c'est super utile. La deuxième chose que vous remarquerez peut-être, c'est que en créant ce déplacement juste avant la technique ou en changeant votre style de déplacement, par exemple latéral ou circulaire, eh bien peut-être que vous allez être plus déséquilibré ou que le mouvement sera moins bien placé. Au début c'est normal, c'est qu'on perd nos repères de stabilité quand on faisait toujours dans le même sens. Et donc, tant mieux, parce que ça veut dire que vous êtes en train d'élargir les possibilités pour rentrer cette technique qui, encore une fois, va vous servir en randonnée. La deuxième façon de varier ces uchikomi, c'est de changer de direction. Donc, au lieu de répéter 10 ou 20 fois la même technique, c'est de choisir une technique avant, une technique arrière, ou une technique à droite, une technique à gauche, peu importe. Mais en tout cas, d'alterner 2 techniques différentes. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment un cran supérieur, alterner 3 techniques différentes. Là, on s'aperçoit souvent en le faisant, en tout cas c'est mon cas, que c'est plus difficile de tenir la cadence. C'est-à-dire que si le professeur compte à haute voix, par exemple, quand on fait toujours la même technique, on arrive à suivre. Quand on passe à 2 techniques différentes, voire 3, c'est moins évident de tenir exactement la cadence. Pourquoi? Tout simplement parce que le changement de direction, ça prend un petit temps. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant à travailler, c'est qu'on va réduire ce temps pour que bientôt le changement de direction, en fait, il prenne
quasiment aucun temps. Et ça, c'est super utile en randori. La deuxième chose aussi qu'on peut remarquer quand on passe en alternance comme ça de techniques, c'est que souvent on perd en précision, on peut se trouver un petit peu déséquilibré. Bah ça, là encore, c'est logique, c'est parce que comme on change de direction, on met du mouvement entre les deux techniques. Qui dit mouvement dit potentiel déséquilibre et à nouveau, il faut retrouver ses repères de stabilité. Mais encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ce qu'on utilise en randori. Donc à la limite, tant mieux si vous êtes déséquilibré ou vous perdez en précision, ça veut dire qu'il y a du boulot et on est là pour ça et vous serez content de voir le résultat en randori. La troisième façon de varier ses uchikomi, c'est de penser à changer de kumikata. Changer de kumikata, ça veut dire quoi? Ça veut dire que régulièrement, sur vos allers-retours, par exemple, de tatami, d'uchikomi, demandez à votre partenaire de vous mettre en garde opposée, donc droitier-gaucher ou gaucher-droitier. Ou éventuellement travailler en garde mixte ou garde des deux manches pour ceux qui sont vraiment plus avancés et qui savent que en randori ou même en compétition, ils peuvent se retrouver dans cette situation d'avoir les deux cols ou les deux manches par exemple. Mais en tout cas, sans changer son kumikata pour aller sur un kumikata qu'on n'a jamais l'habitude de prendre et qui n'est pas confortable, toujours en gardant son propre confort, mais varier les situations de kumikata avec un uke qui agit différemment, par exemple sur la garde opposée. Et là, encore une fois, l'intérêt, c'est qu'on va avoir des sensations différentes avec certainement des ajustements de position à faire. Par exemple, en garde opposée, Uke n'a pas les pieds posés pareil qu'en garde emboîtée. Et donc, pour nos techniques, notre spécial, par exemple, qu'on fait toujours, il ne va pas pouvoir se faire exactement pareil. Donc, c'est à nous de trouver la solution. Et ça, c'est pas mal de le travailler en uchikomi, je trouve. De manière générale, pour tous ces exemples du premier exercice qui est de varier ses uchikomi, vous voyez que vous pouvez le faire dès que vous êtes en uchikomi libre durant votre cours. Mais de manière générale, il y a une règle, quelle que soit la variété que vous apportez à vos uchikomi, c'est de veiller à, moi ce que j'appelle optimiser ses gestes. Ça veut dire que s'il y a besoin de faire 3 pas pour faire ce déplacement plus la technique, on fait 3 pas et on n'en fait pas 10. Parfois, en voulant mettre un peu d'intensité ou un peu d'engagement, en fait, on se retrouve à piétiner ou à faire plein de gestes parasites. Donc ça, c'est bien de manière générale d'être vigilant à ne pas faire de gestes parasites. Et c'est valable aussi si on ne varie pas ses uchikomi. C'est une règle plus générale sur, à mon avis, les uchikomi. La deuxième chose de manière générale, c'est qu'évidemment, les exemples que je viens de citer peuvent s'effectuer en nagekomi. Évidemment, nagekomi donc avec chute. Le deuxième exercice que je propose à faire durant vos cours de judo, c'est que sans être ambidextre, travaillez à droite et à gauche. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En général, dans beaucoup de cours, et encore une fois, c'est tant mieux, on fait travailler la technique à droite en garde à droite, puis à gauche en garde à gauche. Ça, c'est super, notamment pour tout l'apprentissage de base, fondamental. C'est hyper important de travailler des deux côtés pour développer sa coordination, développer toutes les habiletés du corps qui vont nous servir dans le judo, des bons réflexes, etc. Mais il y a un moment donné, c'est intéressant aussi de savoir faire un mouvement à gauche si on est droitier avec une garde à droite, et vice-versa, un mouvement à droite si on est gaucher avec une garde à gauche. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment, comme je le dis, ami droitier, ayez un mouvement fort à gauche, mais toujours avec votre garde à droite. Ami gaucher, ayez un mouvement fort à droite, toujours avec votre garde à gauche. Et ça se travaille en uchikomi. Donc si vous n'avez pas encore cette partie-là de votre judo, dans les séquences libres ou même peut-être dans les séquences techniques, essayez de repérer ce que vous pourriez travailler à gauche pour les droitiers, à droite pour les gauchers. L'intérêt, évidemment, d'avoir cette partie-là de son judo, c'est de surprendre son adversaire. Non seulement qu'il ne s'attend pas forcément à ce que vous attaquiez de votre côté opposé, mais qui en plus, souvent, en fait, si vous êtes droitier, comme il a l'habitude de vos techniques à droite, souvent, il va avoir des réactions pour éviter ces techniques à droite. Et quand on réagit pour éviter les techniques à droite, souvent, on réagit du côté gauche. Donc, par exemple, si vous êtes droitier, ça peut être un sasai à gauche, ça peut être un katairi-soi à gauche, donc comme Ippon-seoi maintenant le revers, du coup à gauche, etc. Et souvent, ce côté-là, non seulement on surprend l'adversaire, mais en plus, il est un peu plus faible parce qu'on est dans la réaction. L'exercice numéro 3, c'est de travailler en séquence. Une séquence, c'est quoi? Alors, le triptyque idéal judo, évidemment, c'est saisie, déplacement, technique. Et toujours dans cet ordre-là. Je le précise parce que souvent, on se précipite sur l'envie de faire une technique, mais on n'a pas vérifié avant qu'il y a saisie, déplacement. Petit aparté, interview notamment de Jean Pourchet qui en parle très bien. Sur cette idée de faire des séquences judo, que ce soit sur une séance de technique libre ou un randori, moi j'ai eu l'occasion de le faire à quelques cours et c'était vraiment génial. En fait, l'idée c'est de définir une situation de kumikata de départ. Par exemple, le partenaire m'a pris la manche en premier, ou il m'a pris le col, ou moi j'ai pris la manche, il me fait lâcher, peu importe. Une situation de kumikata de départ que vous voulez, potentiellement celle qui vous pose problème en ce moment, mais sinon n'importe laquelle. Et à partir de là, la toute première étape, c'est de chercher par soi-même 3 solutions. Si par exemple j'ai la manche prise,
c'est quoi mes 3 solutions? Est-ce que je fais lâcher et je ressaisis pour faire un relais pour repartir sur quoi comme technique? Est-ce que je reprends moi-même la manche pour partir sur telle autre technique, etc. C'est à moi de chercher 3 solutions. Une fois que j'ai mes 3 solutions, je vais les travailler en les enchaînant. Solution 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ça en continu. Et ça, évidemment, en séquence libre, c'est super. Mais en randori, ça se fait super bien si vous avez un ami judoka avec qui vous faites souvent randori qui est OK pour bosser ça. Franchement, je l'ai déjà fait. C'est au niveau cardio, c'est épuisant. Et au niveau technique, c'est génial. Alors c'est vrai que c'est pas un vrai randori, mais lui il fait la même chose. Et moi, par exemple, je fais 3 séries de 3. Après, c'est à lui de faire 3 séries de 3. Et je peux vous dire que de chuter à chaque fois, d'être toujours engagé dans toujours ce triptyque de séquences, c'est voilà, c'est très physique, c'est intéressant. On peut travailler la précision et surtout, ça fait acquérir des réflexes. Et après, ces séquences-là, par rapport à un kumikata ou à un autre, elles deviennent automatiques en vraie situation de combat. Exercice numéro 4, c'est de progresser en tant que uke. Alors cet exercice-là, il me vient du fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais écrit dans mon journal de bord un petit peu tout ce que je ressentais en étant uke d'un partenaire qui voulait passer son 3e dan, donc en prestation. Donc c'était un uke non pas sur des katas, mais sur un enchaînement de techniques, et notamment avec des situations où parfois je devais esquiver, bloquer, ou moi-même je devais attaquer pour que lui réagisse. Et vraiment, j'ai découvert des trucs, j'ai trouvé ça très instructif. Et il se trouve qu'à la même période, il y a une judoka au gradé que j'espère interviewer bientôt. Donc si ça se fait, je lui demanderai de raconter cette anecdote, comme ça vous verrez de qui il s'agit. Mais qui m'a raconté qu'elle était partie au Japon et pendant un mois, elle s'était fait mettre vraiment au Uchigari par une des japonaises tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque jour, elle avait cette japonaise en randori et elle s'est pris mais genre 1000 Uchigari durant ce mois-là. Et elle m'a dit, durant le mois, j'ai jamais trouvé la solution, ni pour esquiver, ni pour autre chose. Elle était trop rapide, son Ouchi était incroyable. Elle rentre en France et dès le premier cours, bam, elle met Uchigari Ippon dans un randori, mais vraiment un bel Uchigari. Et là, en fait, elle a jamais vraiment su comment ni pourquoi, mais elle est devenue quasiment spécialiste de Uchigari. Et elle a attribué ça au fait que vraiment son corps, en tant que uke et dans la chute, avait énormément appris dans le ressenti du sens de mouvement, de la prise, etc., de la technique, et que du coup, instinctivement, elle l'avait reproduit. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Et depuis, je suis d'autant plus, depuis cette histoire, et puis quand j'avais été OK pour ce partenaire de 3e dan, je suis d'autant plus attentive et je trouve que ça fait beaucoup progresser au rôle de hooké. Souvent dans les clubs, on voit que hooké, il est un peu passif, même s'il essaye d'être un bon hooké dynamique et un petit peu gainé, qu'il essaye de faire des belles chutes, globalement c'est l'autre qui travaille, donc on attend un peu que ça se passe. En fait, si vous changez cet état d'esprit et que pendant que vous êtes hooké, non seulement vous êtes attentif à être un bon hockey, comme je le disais, gainé, etc., mais en plus, vous enregistrez toutes les sensations, vous vous concentrez sur comment vous ressentez, par où ça part, la hanche, la jambe, où est-ce qu'on vous tire le bras, etc. Ça fait progresser. Pour ça, ce qui peut être utile aussi, c'est si en tout cas vous êtes un partenaire avec qui vous vous entendez bien, durant la technique ou les outils commis, c'est de commenter ce que vous ressentez vous en tant qu'hooké, sans forcément dire à votre partenaire fais plus ci, fais plus ça, là t'es pas bien. C'est pas le but, on n'est pas forcément là pour le corriger. Après ça dépend des situations, mais je parle même pas de ça, je parle vraiment de comment je ressens. Ah là je me suis vraiment sentie déséquilibrée. Tiens c'est marrant, là je sens mon poids dans les talons. Tiens là c'est marrant, j'ai vraiment l'impression que ma ligne d'épaule tourne vers la droite. Donc c'est de nommer ces impressions, en fait ça développe notre capacité à ressentir plus en détail et ça après on peut vraiment s'en servir d'autant plus pour se corriger soi-même et surtout pour être tori. Et pour finir, vous pouvez aussi vous appliquer à être meilleur hooké, entre guillemets, en tout cas un hooké plus conscient, un hooké qui progresse dans les randoris. Alors soit selon les clubs, soit c'est déjà l'état d'esprit des randoris et tant mieux. Si ça ne l'est pas, avec des plus jeunes, des moins lourds, il y a toujours des partenaires avec qui on peut vraiment jouer le jeu, d'aller chuter dès que la technique est bien faite. Même si on aurait la capacité de mettre un peu de force pour résister, pour bloquer, si la technique est bien faite, elle est rentrée au bon moment, en fait on s'amuse à chuter et ça fait vraiment ça développe vraiment des sensations qui peuvent être intéressantes et à mon avis en tout cas qui peuvent vraiment faire progresser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en étant un bon hockey, en plus de développer ses compétences techniques par ses sensations, on développe aussi à mon avis sa posture, comme je le disais, son gainage par exemple, sa qualité de chute et donc sa sécurité, moins de douleur. Et puis, de manière générale, un bon état d'esprit, parce que c'est aussi un bon exemple à donner. Un tori qui travaille avec un bon hockey, ça l'incitera à comprendre ce qu'est un bon hockey et à faire pareil. Donc c'est un cercle vertueux.
Exercice numéro 5, je passe en Newaza au sol, c'est ce que j'appelle les exercices de contrôle au sol. Donc en général, quand on apprend, je vais être que sur les immobilisations, quand on apprend des immobilisations, on repère où est-ce qu'on doit saisir le judogi de l'adversaire, ou sont nos pieds, ou sont nos mains, ou est notre corps aussi. Là, l'idée, c'est que, bien sûr, c'est important, il faut bien repérer la technique, au début se familiariser avec. Une fois qu'on la connaît un peu, moi, ce que je recommande beaucoup, c'est un petit jeu. Pareil, en Dori, c'est super, on peut aussi le faire avec des enfants ou des moins lourds, mais pourquoi pas aussi avec des partenaires lambda. C'est en fait, à partir du moment où on a immobilisé notre partenaire, de s'amuser à lâcher le judogi et de voir comment on peut garder l'immobilisation juste avec des appuis sur le tapis, avec ses mains sur le tapis. Ça oblige à énormément transférer son attention des mains et de serrer le judogi comme un fou à son corps et de mettre, comme on dit, de la gravité, le poids du corps au bon endroit sur le partenaire. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup progresser dans le positionnement de son immobilisation. Et donc c'est un petit jeu, c'est tout simple, mais pensez-y si vous êtes avec des plus légers ou des moins gradés ou avec n'importe quel partenaire, à lâcher les mains et voir ce que ça donne si vous pouvez tenir l'immobilisation. Exercice numéro 6, c'est de faire des randonnées à thème. Donc bien souvent dans les clubs, en tout cas moi dans tous les clubs où je tourne régulièrement, souvent le professeur il va annoncer le nombre de randonnées et le temps. Mais c'est assez rare qu'il donne un thème. Rien ne vous empêche de vous donner un thème à vous-même. Alors dans cet exercice-là, je vais faire 2 parties. C'est un thème à vous-même et puis un thème à votre partenaire. Si vous faites un thème à vous-même, c'est tout simple. Ça peut être en fonction de votre objectif du moment ou de manière générale pour vous amuser à progresser. C'est quoi les thèmes? C'est par exemple, j'utilise, sur ce randori, je dois utiliser que cette technique, ou je dois utiliser que des techniques arrière. Alors c'est contraignant, c'est s'imposer une contrainte, mais ça oblige à innover, à chercher des solutions, à faire différemment que d'habitude, à sortir de ses réflexes habituels. Ça peut être aussi, sur ce randori, je vais faire aucun contre. Voilà, uniquement des blocages ou des esquives, ou uniquement des blocages avec mes hanches. Ça encore, c'est super intéressant sur des judokas qui sont moins gradés ou qui sont plus légers. Au lieu de faire son judo habituel, on s'engage là-dessus. Zéro contre, que esquive ou blocage avec les hanches par exemple. Ça peut être aussi, je vais faire que du tashiwaza, que des jambes. Voilà, pas aucun mouvement, je tourne le dos, pas de mouvement d'épaule, pas de mouvement de hanche, etc. Donc c'est à vous de trouver l'objectif qui vous convient, l'objectif qui vous amuse, l'objectif qui répond à votre besoin du moment, mais vraiment de de faire des randonnées à thème, ça fait énormément progresser. Et la deuxième façon de faire des randonnées à thème, c'est de demander à votre partenaire d'avoir une certaine attitude. Donc ça peut être soit pour que vous puissiez progresser, soit pour vous permettre de faire randonnées avec des partenaires où d'habitude c'est désagréable. Ça arrive souvent quand, moi je parle en tant que fille, mais bon, je pense que ça peut peut-être arriver pour des garçons aussi, mais en tout cas, quand on se retrouve avec des partenaires beaucoup plus lourds, ou beaucoup plus durs, ou beaucoup plus forts et qui nous font un peu peur, faut pas hésiter, moi en tout cas c'est ma façon, au lieu de esquiver le partenaire et de pas trop savoir quoi en faire, faut pas hésiter à lui imposer aussi un certain judo. Je me dis après tout ça le fait progresser lui aussi. Par exemple, moi, dans un ancien club, pendant assez longtemps, il y avait un partenaire qui me faisait assez peur parce qu'il faisait beaucoup de contres, et notamment quand j'essayais de faire seoi, s'il me contrant en arrière, ça me tordait le dos. Et quelques séances je l'ai évité, puis je me suis dit que c'est pas vraiment une solution de l'éviter. Et finalement, avec le sourire et de façon naturelle, je lui ai dit, ok, on fait ensemble, mais est-ce que ça se va si tu fais zéro contre? Comme ça me permet de mieux travailler mon COI et de mieux essayer. Il était super content, il m'a dit ok, pas de problème. Et après, il m'a réinvité à chaque cours parce qu'en fait, il découvrait que lui-même, ça le faisait travailler de faire des randonnées sans contre. Donc, pour moi, il ne faut pas hésiter de demander au partenaire le thème. Ça peut être ça, tu fais zéro contre. Ça peut être, tiens, est-ce que tu veux bien te mettre en gaucher? Ou tiens, est-ce que tu veux bien particulièrement m'embêter sur cette manche? Parce qu'en ce moment, c'est ça que j'aimerais travailler. Ou à l'inverse, ça peut être, ok, on fait randonnées. Si ça te dit, on fait zéro kumikata. Donc, on commence saisie installée. Comme ça, on gagne 3 fois plus de temps de travail de déplacement et de technique parce qu'on ne perd pas de temps dans tout ce qui est bataille de kumikata. Donc tout ça, c'est varier le type de travail aussi sur les randonnées. Et pour finir, exercice numéro 7, c'est l'exercice que j'appelle visualiser toujours un cran plus loin. Donc en fait, très souvent, dans la majorité des cours de judo, il y a toujours ces phases-là. Il y a la technique, uchikomi, nagekomi, randori. Et puis éventuellement, pour ceux qui font de la compète, les déplacements le week-end en compétition. C'est quand même des blocs qu'on retrouve très souvent. Là, l'idée, c'est de toujours visualiser le bloc d'après. Ce que je veux dire, c'est que quand vous faites vos uchikomi, par exemple, imaginez dans votre tête que vous allez faire chuter l'adversaire à chaque fois. Alors j'insiste sur le fait que c'est imaginer dans sa tête. L'adversaire, il ne doit pas sentir la différence, quasiment pas, ou très très peu, mais je pense qu'il ne la sent même pas. C'est juste vous, au lieu de faire vos répétitions
sans vraiment penser à quoi que ce soit ou de façon machinale. À chaque répétition, vous devez visualiser dans votre tête le partenaire qui est en train de chuter. Ça vous permet de vous projeter dans la phase d'après. Dans les nagekomi, à chaque fois que je fais chuter, donc à chaque fois ça fait une séquence de, je sais pas moi, 2-3 secondes, le temps que je saisisse le kumikata, que je fasse un déplacement si je respecte l'un des exercices que j'ai déjà mentionné, un premier déplacement et bam, la chute, et bien sur cette séquence de 2-3 secondes, je m'imagine que je suis en combat. Le partenaire, il sent rien, je suis pas forcément plus, je sais pas moi, dur ou quoi que ce soit, lui voit pas forcément la différence, mais moi, mon état d'esprit, il est différent. Et puis après, quand je suis en randori, c'est pareil. Dans le randori, j'imagine que je suis en tournoi. J'insiste sur le fait que le partenaire, il sent rien. Si c'est un randori où chacun joue le jeu de la chute, ça reste la même chose. Si c'est un randori où je mets pas les bras parce qu'il est plus léger ou parce qu'on a décidé ça, ça reste la même chose. Mais dans ma tête, au niveau de mon état d'esprit, de mon attitude, de mon implication, de mon engagement, de mon intensité de travail, mais je suis comme en tournoi. Alors ça sert à quoi de faire ça? En fait, c'est vraiment pour moi super utile et, et ça fait progresser plus vite parce qu'à chaque fois, on se projette dans la phase d'après et on crée des liens entre les phases. En fait, le cerveau, au lieu de sectionner chaque phase et de ne pas réinvestir la mise en application de ce qu'il a appris, et bien là, de créer ce lien, ça permet de faire cette mise en application. J'ai découvert cet exercice, ou en tout cas je l'ai inventé entre guillemets, à partir d'une observation que j'ai faite au Japon qui m'a beaucoup marqué. Ceux qui sont allés au Japon, peut-être vous confirmerez. Dans les cours, le matin on avait des cours, l'après-midi c'était randonnée, le matin c'était des cours techniques, et j'ai été surprise que en fait, tout le temps, au Japon, ils nous demandent de travailler certaines techniques et très régulièrement, ils rappellent tout le monde et soit ils désignent au hasard quelqu'un pour démontrer, soit ils demandent qui démontre. Et en fait, on est toujours 3-4 couples à démontrer. Nous, on est très très peu, je dirais pas parce que peut-être il y a des clubs qui le font, mais c'est quand même pas dans nos habitudes de faire démontrer des élèves devant tous les autres. Et du coup, là, j'ai vraiment remarqué, en le faisant moi-même, au début, c'est le stress, et oh là là, je vais passer devant tout le monde, j'avais pas envie. Puis bon, c'est vrai qu'au fil de la semaine, on s'y fait, on est moins timide, on passe. Et en fait, j'ai remarqué que du coup, en travaillant la technique, je travaillais différemment parce que je savais que dans ces 10 minutes, un quart d'heure, certainement, j'allais devoir démontrer. Donc, je travaillais différemment pour être sûr de pouvoir démontrer. Et quand je démontrais, ben, j'étais en situation. C'est exactement comme pour ceux qui passent un grade, par exemple. Si votre professeur vous demande de démontrer le kata devant tous les autres élèves, ce n'est pas que pour vous évaluer, vous préévaluer avant le passage de grade, c'est aussi pour ce qu'on appelle vous mettre en condition. Et bien en fait, rien ne vous empêche de vous mettre en condition quand vous êtes en uchikomi, de vous mettre en condition pour le nagekomi, quand vous êtes en nagekomi, de vous mettre en condition pour le randori, et quand vous êtes en randori, de vous mettre en condition pour le tournoi. Tout ça, c'est juste une histoire d'état d'esprit, mais si je suis sûre et certaine que ça fonctionne, c'est parce que j'ai pu observer, alors j'ai lu pas mal d'articles là-dessus qui m'intéressaient, mais j'ai pu l'observer à titre personnel dans un tout autre domaine qui sont les études, les examens, les concours, etc. Mais en fait, je vous donne la petite parenthèse pour ceux qui ont des enfants. Si on apprend une leçon par cœur, juste comme ça devant son cahier, il y a une chance sur deux pour que dans la demi-heure qui suit, si on a à la répéter devant ses parents, on ait des petits trous. Maintenant, si on apprend la leçon en s'imaginant qu'on va devoir la dire dans une heure à ses parents, déjà, en général, ça marche beaucoup mieux. Et après, alors là, ça a été l'étape ultime pour moi, la révélation, c'est que si on apprend sa leçon en s'imaginant que dans 6 mois, on sera en train de faire l'examen avec ces connaissances-là, eh ben, c'est assez magique, mais je vous jure que c'est vrai, on retient 3 fois mieux. Et donc, tout ce type de mécanisme de faire fonctionner son esprit un cran en avance, bah pour moi, c'est vraiment super utile. Donc, je vous le recommande. En tout cas, essayez, testez par vous-même. C'est toujours pareil, hein, tout ce que je dis. Faut tester, faut prendre, faut essayer. Et puis, souvent, on adapte à son propre cas. On trouve soi-même ses exercices. Mais ça, je vous recommande de tester. Alors, pour la conclusion, j'ai envie de dire que je pourrais faire un article avec, je ne sais pas moi, une centaine d'exercices si je reprenais tous mes journaux de bord. Mais là, j'en ai choisi 7, un petit peu, peut-être pas au hasard, mais en tout cas, voilà, dans différents domaines. Pour moi, l'idée, c'est pas d'appliquer les 7 tout le temps, c'est pas possible. Et puis je pense que c'est aussi le changement qui fait avancer. Mais c'est voilà, d'en choisir un ou deux de temps en temps, quand c'est celui qui nous parle, quand c'est celui qui nous vient à l'esprit, quand c'est celui qui répond à notre objectif, de le pratiquer sur 3 séances, 2 semaines, un mois, et puis après on va changer d'exercice. Et c'est comme ça que petit à petit, on avance. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur ces exercices, si peut-être vous en avez déjà pratiqué certains, vous avez pu constater des résultats, si vous avez des variantes, s'il y en a certains que vous ne comprenez pas, voire même certains peut-être où vous n'êtes pas d'accord, vous avez des contre-indications, on ne sait jamais, ou si vous avez des nouvelles idées d'exercices, eh bien tout se passe comme d'habitude
dans les commentaires de ce même article, de l'article qui est la transcription de cet épisode sur secretjudoka.com/blog. Voilà, dans le blog, vous avez tous les articles écrits, ce qui permet de relire en diagonale ce que vous écoutez maintenant. Voilà. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. C'est toujours pareil, ça enclenche la machine, ça fait plaisir, ça permet d'en faire d'autres. Et sur ce, je vous souhaite bon entraînement, c'est le plus important. On sort de sa vidéo et on va sur le tatami.